Bienvenue à ce café littéraire qui se refait de nouveau dans cette salle, puisque la dernière fois, nous nous sommes transportés dans la tente, mais la tente est marocaine, donc je ne pouvais pas mélanger Alep et le Maroc. Hein. Ça pouvait pas. Peut-être, oui. Une tente en pleine ville. En tout cas, merci d'être venus nombreux. Je suppose que vous êtes tous des amis de Camille, parce que je suis assez impressionné. Hein. Est-ce qu'il faut que je la présente? Non. Hein. Elle va se présenter tout à l'heure de toute façon. Alors, juste un petit mot. Ce livre donc parle d'Alep, parle d'une... c'est un récit, ce n'est pas un essai, ce n'est pas tout à fait un journal. Vous allez peut-être nous dire juste deux mots tout à l'heure sur la manière dont vous l'avez écrit. J'ai remarqué qu'à un moment, quand vous quittez la Syrie, le chauffeur est préoccupé de savoir si vous avez des choses sur votre ordinateur. Je suppose que vous n'aviez pas écrit ça sur votre ordinateur. Bon, vous allez nous le dire tout à l'heure. Donc, voilà, elle a vécu en deux périodes à Alep et est partie. Elle a quitté Alep en juin 2012. Juin 2012. Une période qui est une période de changement important, puisque je crois que c'est en juillet que l'armée syrienne libre commence son offensive sur Alep. Voilà. Donc, on va l'écouter nous dire un petit peu ce qu'il en est de ce séjour à Alep, pourquoi il y a été, ce qu'il y a fait, etc., avant d'entrer dans le vif du récit. Mais peut-être, avant de commencer, allons-nous écouter le directeur de collection qui a choisi ce livre, pour quelles raisons, qu'est-ce qui l'a amené à le prendre dans sa collection. Donc Antoine Spire, le directeur de collection qui a accueilli quitté Alep en guerre. Alors quand ce livre m'a été proposé, je dois dire que moi je l'ai lu d'une traite à toute vitesse et j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante. Alors je vais tenter d'expliquer pourquoi j'ai été enchanté par ce livre et même plus touché. Je crois que pour parler de la Syrie en général, on a souvent, disons, des exposés plus ou moins politiques, des réflexions sur les forces en présence et des jugements politiques surtout très, très catégoriques. Et le grand mérite du livre de Camille Derouvray, c'est finalement de nous dire ce qu'elle a vécu. Elle a été de 2009 à 2012 présente en Syrie. Il y a une petite interruption. Et en fait, je dirais que c'est un livre qui est au ras de la ville, au ras de ses émotions, de ses sensations. Et ce qui m'a formidablement touché, c'est qu'elle est capable de raconter des tas de choses, mais sans donner de jugement, en nous laissant réfléchir et en mettant à distance ce qui arrive. Je vais prendre un exemple, qui est un exemple que je trouve absolument fascinant. La voiture dans laquelle elle a pris place à un moment pour un petit voyage, pour un week-end, avec 5 copains, se fait rattraper par un motard qui tire avec une Kalachnikov sur la voiture. Les vitres éclatent, et elle raconte ça fait à peine une page. Les vitres éclatent, l'une des personnes de la voiture est blessée, c'est à peine dit, c'est juste suggéré, et ça continue. Et ensuite, elle continue à nous dire, voilà, après, on revient après à ce qui se passait là où elle était, dans l'appartement où elle était. Il n'y a aucun jugement. Et il n'y a aucun lamento sur oh là là, ça a été terrible, ça a été épouvantable. Pas du tout, pas du tout. Elle dit, voilà, c'était comme ça s'est passé comme ça. Et je trouve qu'il y a dans ce livre une capacité remarquable à rendre compte de ce qu'est la géographie d'Alep. Moi, j'ai été à Alep autrefois, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé Alep à travers ce qu'elle écrit. C'est-à-dire, elle nous dit quelles sont les rues, quelles sont les maisons où elle a été, les impressions qu'elle a. Elle est enseignante, elle nous dit ce que ressentent les enfants, comment se passe son rapport avec ses enfants, si le trajet est long ou si le trajet n'est pas long.
Et là, on est vraiment dans le quotidien le plus simple. Je trouve tout à fait formidable la question des rumeurs qui circulent dans la ville et qui est très très bien racontée. Parce que une ville en guerre, c'est évidemment des rumeurs. Et je trouve que la manière dont elle perçoit ces rumeurs, dont elle les raconte, dont elle nous montre qu'elle n'y croit pas totalement, que ces rumeurs circulent, ça aussi, ça m'a paru tout à fait remarquable. Et puis, le ressentiment qu'a la population d'Alep vis-à-vis de la France. Pas de déploration, là encore, vis-à-vis de ce ressentiment. Au fond, seulement une description de ce ressentiment, avec l'impression que les Français ne suivent pas. Et puis, l'évocation formidable qu'elle fait avec l'air de ne pas y toucher, de ce qui s'est passé à Hama, à un moment où les jeunes sont en face d'elle, des jeunes des adolescents, et quand elle parle d'Hama, et qu'elle dit c'est pas habituel de parler des conditions dans lesquelles près de 5000 personnes ont été assassinées à Hama, à ce moment-là, elle se dit est-ce que j'ai fait une gaffe ? On se dit presque, et tout le monde est un peu... sur le quant à soi, n'ose plus rien dire. Elle a parlé de ça, courageusement, mais comme si de rien n'était, sans nous dire que c'est courageux, sans nous dire que c'est un sujet tabou dont on ne parlait pas en Syrie depuis fort longtemps. Et je trouve qu'il y a là vraiment une capacité formidable de réfléchir à la situation dans laquelle elle a été. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est quand les étrangers commencent à partir, elle les regarde partir, là encore sans jugement. Ils partent les uns après les autres. Camille, elle a envie de rester. Elle aime la Syrie, elle aime la ville d'Alep. Elle n'écoute pas les avertissements des uns, des autres, de ses parents, de sa famille, etc. Mais très tranquillement, elle continue, elle veut rester. Elle n'écoute pas la rencontre, par exemple, avec la directrice de l'école. C'est absolument formidable. La rencontre avec la directrice de l'école et la manière dont vous prenez ces remontrances en vous disant il faut partir. Et comme vous ne dépendez pas d'elle, vous n'êtes pas fonctionnaire, ça glisse sur vous. Et je trouve que la manière dont vous racontez comment ça glisse sur vous et la colère de cette femme, je trouve ça absolument formidable. Je veux dire que ce qui est très très réussi, c'est des impressions, des faits, sans jugement. Et je trouve que, en plus, alors il y a une chose qui pour moi est très très importante. Moi j'aime beaucoup la littérature, je m'en suis occupé toute ma vie. C'est un livre magnifiquement écrit. C'est-à-dire que l'écriture de ce livre est extraordinaire. Je trouve que pour une jeune femme, avoir cette expérience et capable d'écrire comme elle le fait, il y a quelque chose qui glisse dans ses phrases. Il y a une musique dans ses phrases qui est assez exceptionnelle. Et de cela aussi, je voudrais la féliciter. C'est vous dire que moi, je n'ai pas hésité une seconde, elle peut en témoigner. J'ai reçu le livre, je crois que 3 jours après, ou 2 jours après, je lui ai téléphoné en lui disant « je le prends ». Voilà. Merci Antoine. Merci beaucoup. Alors Camille, racontez-nous votre arrivée à Alep, pourquoi, comment et ce que et votre séjour. Voilà. Oui, donc en 2 mots. En 2 mots, oui, juste pour qu'on ait une idée des grandes dates, quoi. Oui. Je suis arrivée à Alep donc en janvier 2008. Je ne sais plus. 2009, merci. En janvier 2009 pour enseigner le français langue étrangère au Centre culturel français à Alep. Donc j'enseignais le français à des étudiants. La grande majorité des étudiants avaient entre 20 et 30 ans, étudiaient à l'université et apprenaient le français par ailleurs. Pour la plupart d'entre eux, partir ensuite en France, faire un master ou un doctorat, poursuivre leurs études en France. Vous êtes fonctionnaire ou pas? Non, j'étais en contrat local. J'étais en contrat local, donc j'étais en contrat avec le consulat. Les centres culturels français à l'étranger dépendent des ambassades et des consulats. Donc en contrat local, je suis restée au centre culturel jusqu'à ce qu'il ferme en fait, parce qu'il a fermé à l'été 2011. Les soulèvements ont commencé, comme vous le savez, en mars. Alep est resté relativement calme, tranquille, jusqu'à l'été. À la rentrée de septembre, plus de consulat, plus de centre culturel. Moi, je voulais rester en Syrie. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Et donc, j'ai pris une classe à l'école française qui, elle, était restée ouverte, parce que par ailleurs, je suis également enseignante de primaire. Donc, j'étais au lycée français, à l'école française d'Alep. J'avais une classe de CP.
Ça, donc l'automne 2011, à la fin de l'année civile 2011, donc décembre, j'ai dû partir pour tout un tas de raisons qui sont dans mon livre. Tout un tas de raisons. C'est-à-dire que les violences commençaient à être assez terribles, ça devenait dangereux. Il n'y avait plus de vols commerciaux vers la Syrie, donc la peur de rester coincé en Syrie. Et puis, effectivement, de toute façon, j'ai été remerciée de l'école française. Tous les Français ont dû partir. Donc, je suis rentrée en France en décembre 2011, pensant ne jamais retourner en Syrie. Et puis, un mois après, j'étais de retour. Ils ont rappelé les profs français, personne ne voulait revenir. Moi, j'ai dit, moi, je reviens. Donc, j'ai terminé l'année scolaire bon an, mal an. Et voilà, jusqu'en juin 2012, avec cette classe de CP de l'école française. Avec ceux qui restaient, parce qu'on a commencé l'année scolaire, j'avais une trentaine d'élèves, on a fini, ils étaient 14. Vous voyez, les familles partaient petit à petit. Mais bon, on a terminé l'année scolaire comme on a pu. Alors, ça a été une grande découverte, Alep. Ah oui, ça a été fou. Et surtout, alors, il y a une partie de cette période-là que vous passez dans la vieille ville. Oui, j'ai vécu dans la vieille ville voilà. jusqu'à la fin de l'année 2011. Ouais. Oui. Et puis vous découvrez, me semble-t-il, d'autres parties de la ville par la suite. C'est-à-dire que j'habitais la ville d'Alep, pour ceux qui la connaissent, elle est très stratifiée. Il y a la vieille ville qui est au sud-ouest, au sud-est de la ville, qui est magnifique et qui est habitée essentiellement par des populations plutôt de classe, disons, modeste, sunnite, plutôt très conservateur. Et puis la ville s'est développée vers le nord et vers l'ouest, petit à petit. Et donc, plus les familles sont aisées, et plus elles ont migré et elles vivent au nord-ouest de la ville. Et le consulat était au nord-ouest de la ville. Donc moi, je traversais toute la ville, beaucoup à pied, parce que j'adorais marcher dans Alep. Et donc, je passais toutes les strates comme ça de la ville d'Alep pour aller travailler. Alors, on se dit, quand on vous lit que vous n'avez pas voulu beaucoup donner d'informations sur les personnes que vous avez fréquentées pour des raisons de sécurité évidentes. Les noms ont été changés certainement. Bien sûr. Mais aussi, on ne les localise pas sociologiquement parlant tout à fait. Est-ce que vous avez fréquenté quoi à travers ces élèves, la moyenne bourgeoisie, les gens qui éduqués, j'imagine, qui vont. Alors, bien sûr. Voilà. C'est quoi ce milieu-là? Les premières personnes que j'ai rencontrées forcément étaient mes étudiants, dont certains sont devenus très vite des amis. Effectivement, c'était la société plutôt aisée, éduquée d'Alep, qui habitait dans le nord-ouest de la ville. Moi, étant étrangère, j'ai pu naviguer très facilement dans toutes les couches de la population. J'étais acceptée partout. Alors, par exemple, dans la vieille ville, mes voisins étaient plutôt très conservateurs, mais on s'entendait très bien. Bon, nous, on faisait beaucoup de fêtes. Je vous l'avais sans doute lu dans le livre. On habitait en colocation. Énormément de fêtes. Mais oui, énormément de fêtes. Je suis impressionné de toutes les... Alors, ça dure toute la nuit, etc. Et oui, parce qu'on habitait une maison gigantesque, ouais. avec une grande cour intérieure, vous voyez, une maison traditionnelle. Et puis les Syriens, en général, habitent chez leurs parents jusqu'à leur mariage. Et ensuite se marient, font des enfants. Donc ils étaient contents de pouvoir avoir un endroit où ils pouvaient venir faire la fête. Donc on invitait absolument tout le monde. Par ailleurs, j'ai étudié la musique au Conservatoire d'Alep. Donc... Bon, là c'est un chapitre en soi. Oui, mais du coup, ça m'a amené à fréquenter des gens qui n'étaient pas les étudiants de Je voulais vous poser la question sur la musique. Qui étaient eux aussi, évidemment, invités à nos fêtes. Et donc, ça a brassé énormément de monde. Camille, peut-être qu'il faudrait que vous expliquiez ce que c'est que le oud. Parce que le oud est présent dans tout le livre. Bien sûr. Et c'est quelque chose d'essentiel. C'est le personnage peut-être le plus important du livre. C'est mon compagnon voilà. De A à Z, oui. Ouais. Le oud, c'est un luth oriental. Vous savez, comme une grosse guitare avec un dos bombé, comme ça. Et donc, est l'instrument phare de la musique arabe, ottomane. Alors, si je peux me permettre, à la fin du livre, vous êtes devant l'alternative, on a emporté 2 ou bien l'ancien. Mais on ne sait pas ce que vous avez décidé après. Ah oui, j'ai emporté les 2. Vous avez emporté les deux. Parce qu'on lui en offre un nouveau. Non, on ne me l'offre pas. Je me le suis offert moi-même. Ok. Bon. Et donc, il y avait l'ancien. Hein, oui. Et vous emportez les 2. Donc ça, c'est... Alors, vous avez été, il faut le dire, avec un grand maître. Dites un mot à propos de ce grand maître qui est venu à Lima d'ailleurs. Oui, qui a joué ici, qui a joué à Paris, dans le monde entier. Juste un petit mot de ce que c'est que ces soirées
et cette musique est une musique savante. Hein, savante et très populaire et également. très populaire également. Oui. Mais ce ne sont pas les soufis, ce sont pas les... Non. Il y a des soufis qui jouent de la musique. Enfin, il n'y a pas de corrélation évidente entre les deux. Il peut y en avoir, mais pas forcément. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais ce que vous avez connu, c'est beaucoup plus un milieu de musique savante qui se transmet de maître à disciple selon des règles très rigoureuses, puisque le maître était d'une sévérité absolue avec vous. Absolue, mais avec une bienveillance en même temps extrême aussi. Et vous êtes bonne maintenant en août c'est pas à moi de le dire. Vous avez fait des concerts Non. Non, d'accord. Non, je ne donne pas de concert. Alors, revenons à cette vieille ville, donc, qui est séduisante, qui est au point que vous la parcourez, vous allez même trouver des moyens de monter sur les toits, de voir Alep par en haut. Vous connaissez les dédales, etc. Oui, je suis assez fière de ça d'ailleurs, d'avoir trouvé un passage. Pour ceux qui connaissent Alep, le grand souk d'Alep était absolument magnifique, immense, couvert. Et donc je me disais, mais il y aura un moyen de pouvoir monter sur les toits, puisqu'il y a des toits. Donc j'ai cherché. Et j'ai trouvé dans le souk de l'Or, pour ceux qui connaissent, un petit escalier dérobé qui monte sur les toits du souk, et duquel on peut voir la grande mosquée. On pouvait voir la grande mosquée depuis le toit. Mais là, pas de mukhabarat pour vous arrêter non, mais pas... D'accord. Non. En tout cas, pas... Je ne me suis pas aventurée là-haut en 2012. Hein. Je me suis aventurée là-haut à l'époque où c'était pas dangereux. Oui, j'ai beaucoup exploré Alep. Alors ce milieu d'Alépin, c'est un milieu qui est en même temps très ouvert sur l'étranger. Il y a des gens qui voyagent, qui vont, qui viennent. Oui, étrangement, sans doute. Un ami à vous qui va épouser une Anglaise qui va venir de Londres en pleine tension et tout pour l'épouser. D'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une enfin ce que j'en sais, en tout cas, une diaspora syrienne très importante. Beaucoup de Syriens qui vivent au Canada, au Liban, en Europe. Et donc beaucoup de Syriens qui voyagent, qui ont de la famille partout, qui parlent très très bien anglais, français ou d'autres langues. Et étrangement, ces gens-là, j'ai l'impression, connaissent beaucoup plus l'étranger que leur propre société, finalement. Dans mes étudiants, par exemple, beaucoup s'étonnaient que je vive dans la vieille ville. Ils me disaient, mais c'est dangereux, la vieille ville, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Non, bien sûr que non, c'est pas dangereux. Des gens qui ne voulaient pas, notamment des femmes, qui n'osaient pas trop s'aventurer dans le souk, par exemple. Donc oui, peut-être pas une schizophrénie, c'est peut-être un petit peu fort, mais des gens plus facilement tournés vers l'étranger que vers leur propre pays et leur propre société. Et puisque Françoise Abal a parlé, au fond, de ces gens qui sont étrangers et qui viennent en Syrie, peut-être cette Anglaise, cette femme qui vient de Londres, c'est la seule vis-à-vis de laquelle vous avez un jugement un tout petit peu critique. C'est-à-dire, vous dites... Oui, non, vous dites... jalousie, peut-être. Non, vous dites, comment ça, elle va vivre ici, elle ne connaît rien, et vous la qualifiez en disant, elle a décidé de vivre ici, elle ne connaît absolument pas le terrain. Alors encore une fois, c'est plus oui, de mais la jalousie, elle lui transmet ses réseaux. Hein, elle va passer du temps à la fin vous la promenez, vous lui montrez. Plein de gens. Mais enfin, elle est arrivée, elle ne savait rien, et vous vous dites, c'est quand même bizarre que comme ça, elle se jette dans la piscine. Mais vous y êtes jeté aussi, sans forcément très bien connaître Alep avant, non ? Non, mais encore une fois, je pense que c'est... Alors, peut-être que j'ai émis des jugements sans m'en rendre compte, mais c'est plus une forme de jalousie qu'un jugement sur ses choix et sur son arrivée à Alep, au moment où tout le monde part précisément. Et où moi, je vais être obligée de partir, et je sens que je vais être obligée de partir, tandis qu'elle va pouvoir rester. Alors, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait dans votre livre des couloirs parallèles. Parce que Françoise Abal a insisté sur les fêtes. C'est vrai que les fêtes sont très importantes dans le livre. Mais il y a comme des couloirs parallèles entre les milieux que vous fréquentez. C'est-à-dire, il y a le milieu des enseignants, et puis il y a le milieu de vos amis que vous avez rencontrés par l'intermédiaire de vos étudiants au début de votre présence à Alep. Et on a l'impression que tous ces milieux ne communiquent peut-être pas facilement. Et que vous sautez d'un milieu à l'autre, comme ça, sans difficulté. Oui, ce que j'évoquais rapidement au début. Je pense que étant étrangère, les gens me laissaient passer très facilement d'un milieu à un autre, sans jugement. C'était beaucoup plus facile pour moi, je pense, que pour un Syrien vivant en Syrie, de naviguer d'un milieu à un autre.
je le crois. Vous avez perçu un peu parce que c'est des codes sociaux assez contraignants dans la vieille bourgeoisie d'Alep qui se sent, s'est toujours senti comme étant la véritable bourgeoisie de la Syrie, puisque la dominante de la Syrie. Alep a failli être la capitale de la Syrie. Il ne faut pas se raconter l'histoire. C'était pas Damas. Alep était sur la route de la soie, mais les frontières turco-syriennes ont fermé l'avenir de cette ville. Alors, il y a toujours eu dans cette bourgeoisie énormément de une une vision de soi qui était très, très, très forte. Et surtout ces familles qui peuvent remonter à des siècles, alors qui ont aussi le prestige des maisons qu'elles ont habitées. Vous mentionnez l'une d'elles, la maison Poré, par exemple, que vous citez. Voilà. Ces codes-là, vous n'y êtes pas contrainte. C'est ce que disait Antoine Spier. Vous passez de l'un à l'autre. Oui. Peut-être il faut que vous racontiez votre... L'hospitalité légendaire des Syriens, j'en ai bénéficié entièrement. Peut-être il faut que vous racontiez votre visite au Mokhtar de Bakasrine, parce que je trouve que ça, c'est absolument formidable. Il s'agit d'avoir votre autorisation de séjour, en fait, et c'est peut-être la rencontre la plus étonnante que vous racontez, je dirais avec un détachement absolument total. On imagine que n'importe qui d'autre aurait été, je sais pas, très impressionné, mais vous pas du tout. Alors racontez ça. C'était extrêmement drôle. J'aurais pu peut-être le lire dans ces cas-là. Mais oui. Vous avez retrouvé le passage. Il faut expliquer ce que c'est qu'un Mokhtar, surtout. Oui, le Mokhtar, c'est une sorte c'est un agent d'état civil en réalité, mais en même temps un maire de quartier, voilà, mais surtout l'état civil qu'il va assurer. Donc ma rencontre avec le Mokhtar. Donc j'habitais dans un quartier qui s'appelait Bab Nesrine, donc un quartier de la vieille ville. Ma première visite chez le Mokhtar de Bab Nesrine, avec mes 2 colocataires du moment, a été un épisode un des plus burlesques de ma vie en Syrie. C'était un vieillard de haute taille, édenté, sourd et passablement acariâtre. Nous venions d'emménager dans le quartier et nous avions besoin d'une attestation de résidence, étape administrative indispensable sur la route longue et hasardeuse vers l'obtention d'un titre de séjour en règle. Un jeune homme du quartier faisait mine de parler 3 mots d'anglais, parce que, évidemment, je fais une parenthèse, mais je venais d'arriver en Syrie, je parle toujours très mal arabe, mais à l'époque, je ne parlais pas un mot d'arabe, ou très 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 peu. Un jeune homme du quartier faisant mine de parler 3 mots d'anglais s'était proposé de jouer les interprètes. Le vieux ne voulait pas de l'intrus et hurlait pour le faire sortir de sa minuscule échoppe en vain. Le Mokhtar s'est assis lourdement sur une chaise branlante devant une petite table noire de crasse. Tout en maugréant, il avait passé rapidement sur la table un coup de papier journal gras et taché qui traînait par terre et sorti d'un petit tiroir les imprimés nécessaires ainsi qu'un gros tampon. Tout en feuilletant nos passeports, il marmonnait que la France, vraiment, ce n'était pas un beau pays et nous plaignait à cause de nos origines. Le vieux, le jeune, loin de nous aider, nous bombardait de questions et nous avons fini au bout d'un long moment par comprendre que ce dont il nous parlait avec passion, c'était le Tour de France. Ce type était fondu de cyclisme. Devant nos passeports français, il semblait tout aussi excité que s'il se trouvait devant Jeannie Longo en personne. En plus du Mokhtar, il fallait gérer le dingue de vélo qui énumérait les coureurs cyclistes et les grandes étapes du Tour avec un enthousiasme qui frôlait l'hystérie. Le Mokhtar, lui, n'était pas seulement sourd mais à moitié aveugle et de toute façon ne semblait pas savoir lire l'alphabet latin. Nous tentions de lui dicter nos noms pour qu'il les écrive phonétiquement en arabe, mais il tenait à se débrouiller seul. Dans un geste désespéré, il a ôté ses lunettes et passé frénétiquement un doigt crasseux sur les carreaux avant de les remettre sur son nez et se pencher à nouveau sur nos passeports. Impossible alors de contrôler notre fou rire. Nous pleurions à grosses larmes dans l'indifférence totale du féru de cyclisme qui nous montrait sur son téléphone des photos de coureurs célèbres et du Mokhtar qui interrogeait nos passeports d'une voix autoritaire comme s'ils allaient se mettre à décliner à haute voix l'identité de leur propriétaire. Une bonne heure a été nécessaire pour qu'ils nous remettent enfin nos précieux documents, dûment tamponnés.
Je ne manquais jamais depuis ce jour de saluer notre vieux Mokhtar qui parfois me répondait d'un grand sourire et d'un geste bienveillant de la main, et parfois me regardait d'un air un peu mauvais. Merci. Alors vous revenez en Syrie en décembre, c'est ça, 2011 ? Janvier 2012, oui. Janvier 2012, voilà. Et l'atmosphère avait déjà pas mal changé. Ah bah oui, c'était passé du tout au tout. Voilà. Ouais. Alors, je suis revenu vraiment dans une ville en guerre, quoi. Enfin, le début d'une guerre. Peut-être avant, ce serait bien que vous nous expliquiez quelle halte a été le monastère de Marmouza, où vous avez été pendant 6 mois, si j'ai bien compris, comme Marmoussa, pardon, 6 mois comme bibliothécaire. Je trouve que cette scène est très intéressante, et surtout l'accueil que vous avez reçu, parce que là, on est avant une très grande tension sur laquelle François Abal... Un petit mot du père Paolo, peut-être, parce que son souvenir est lié à Marmoussa. Raconter Marmoussa en 3 mots, c'est difficile. Le monastère de Marmoussa, donc, se trouve en Syrie, au nord de Damas. C'est un monastère en plein désert qui a été abandonné par les moines au milieu du 19e siècle. Et puis un jésuite italien, Paolo Dall'Olio, qui faisait une thèse sur l'islam à Beyrouth à l'époque, visite la Syrie, visite ce monastère, en tombe amoureux, décide de récolter des fonds pour restaurer l'endroit, l'église. Il y a des fresques absolument sublimes. Et il recrée avec quelques amis, des prêtres, des moines, il recrée une communauté monastique là-bas. Et donc la communauté était basée sur la prière, bien sûr, ce sont des moines, et sur le dialogue islamo-chrétien. C'était le grand pilier, le grand combat de Paolo, c'était le dialogue avec l'islam. Et puis l'accueil, en fait, n'importe qui pouvait venir manger, dormir, rester une semaine. Donc ce qui était absolument passionnant dans cet endroit, c'est que ça brassait un monde absolument fou et des gens très différents. Donc beaucoup des gens du village de Nebek, qui est une petite ville qui est à une vingtaine de kilomètres, donc des villageois, des gens très simples, beaucoup d'universitaires, des chers musulmans. Il y avait des colloques islamo-chrétiens qui étaient organisés, donc des chrétiens, des représentants de l'Église, des représentants de la Oumma musulmane, des étudiants, des voyageurs de passage, moi. Voilà. Donc l'ambassadeur de France venait régulièrement, le nonce apostolique. Et donc tout le monde se retrouvait dans cet endroit pour dîner, pour partager un repas, un thé, un café. Voilà, c'était un endroit assez fou. Vous avez été une première fois à Londres ? Oui, je suis allée plusieurs fois, en fait, passer des week-ends. Et puis ils avaient, entre autres choses, une immense bibliothèque, magnifique. Et puis une fois, je passais par là-bas un week-end et ils cherchaient une bibliothécaire. La bibliothécaire précédente était partie. Et je me suis dit, mais moi, passer 6 mois dans une bibliothèque dans le désert, génial, je veux y aller. Donc voilà, j'ai dit, j'arrive. D'ici 1 mois, je termine mon contrat à Alep et j'arrive. Donc j'ai passé 1 an à Alep, puis 6 mois à Marmoussa, puis je suis retournée à Alep. Voilà. Alors revenons à Alep. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre récit au quotidien de ce qui se passait à Alep, c'est la circulation ou non-circulation de l'information. Antoine Spire parlait tout à l'heure de la rumeur. Je vous disais, je pense aussi tout à l'heure que ça a été une question discutée, par exemple, pour le Liban. Il y a une dame qui a fait une thèse de doctorat sur la rumeur au Liban, comment ça circule, etc. Alors, il n'y a pas seulement la rumeur, il y a aussi des informations que vous obtenez, puisqu'il y a des gens que vous connaissez qui vont rejoindre l'armée syrienne libre, revenir vous dire des choses précises, et puis à côté de ça, vous avez des choses qui sont imprécises. Cette information-là, comment vous l'avez vécu, parce que c'était assez angoissant. Oui, c'était très angoissant. Parce que évidemment, il n'y avait pas de journalisme, de journalistes. Le journalisme était interdit ou très, très, très contrôlé. Donc là, on parle vraiment de 2012, des 6 derniers mois que j'ai passés à Alep. Et c'est cette question-là qui m'a fait me mettre à écrire et à tenir mon journal.
Vous êtes dans un pays où un conflit enfle comme ça et on sent qu'il va se passer quelque chose de très très grave, mais on ne sait pas encore très bien quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe. Alors par exemple, ça a commencé à Dera dans le sud, ensuite à Homs plus tard, sur la côte. Et ce qui arrive de Dera, on n'en sait rien. Alors on a des vidéos parce que les gens qui manifestent filment, mettent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, prennent des photos. On ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est que chacun se forge une opinion. Donc, en fait, les informations arrivent. On a toutes à peu près les mêmes, puisque tout le monde a accès à Internet. Mais chacun les lit de manière complètement différente, voire radicalement opposée. Alors, comment ça se fait qu'avec la même image, la même vidéo, les mêmes rumeurs, des gens disent il y a des terroristes à Dera et le président, le gouvernement doit se battre contre le terrorisme. Et avec ces mêmes informations-là, d'autres disent mais enfin, on a un régime qui est en train d'assassiner son peuple. Comment ça se fait Voilà. Alors, moi, évidemment, je me suis petit à petit forgé une opinion, mais j'ai essayé de ne pas m'en forger du tout, de regarder, de voir pourquoi un tel pense ça, et avec les mêmes informations, pourquoi un tel pense exactement l'inverse. Qu'est-ce que tout le background, le fait que de venir d'une communauté chrétienne ou musulmane ou arménienne ou alawite, le fait de venir d'un milieu aisé ou non, en quoi ça joue dans le fait de se forger une opinion et une vision extrêmement claire et tranchée sur une situation qui n'est pas du tout claire en fait. Il y a dans votre récit par petits morceaux comme ça des indications intéressantes sur la manière dont sur les effets. Vous notez à 2 ou 3 endroits que vous voyez des réfugiés, des gens qui viennent de l'extérieur d'Alep, qui ont fui les batailles dans la campagne et qui viennent se réfugier. Puis il y a tel témoignage d'hôpital aussi. Vous avez des témoignages de personnes que vous connaissez qui travaillent dans des hôpitaux et qui vous rapportent, qui j'imagine ne le rapportent pas facilement autour d'eux parce que ça serait mal vu, etc. Ce serait plus que mal vu, ce serait dangereux pour eux. Dangereux pour eux. Donc il y a des informations bien précises auxquelles et aussi elles sont cloisonnées comme vous dites. Quand vous quittez Alep par la montagne de calcaire, c'est ça ? Oui, par le massif calcaire. Le massif du calcaire. Là, vous êtes impressionné, vous le dites, vous êtes impressionné, vous découvrez des gens en chair et en os. Ah oui, ce sont eux qui sont en train de se battre. Ouais. Donc, on voit qu'il y a... C'est comme si Alep était... Alep était vraiment dans une sorte de bulle. Une bulle, tout est relatif, parce qu'encore une fois, il y avait des combats, on entendait des coups de feu tout le temps, il y avait des explosions, et puis, comme vous dites, mes amis à l'hôpital qui me rapportaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient. Et l'université, vous avez des informations précises aussi. Sur les manifestations à l'université, oui, sur les Chalbira. Des gens que vous connaissez. Oui. Et du coup, je ne sais plus ce que vous me disiez. Oui, alors quand j'ai quitté Alep en juin 2012, j'ai dû partir par la route, puisque c'était trop difficile de partir autrement. Et effectivement, donc tout ça pour dire que à Alep, on était effectivement dans un endroit en guerre, et en même temps, on ne voyait rien. Et ce que je raconte à la fin, quand je pars en voiture, on part par cette région qui s'appelle le Massif calcaire, qui est tenue à l'époque par l'armée libre. Et donc je vois pour la première fois les soldats de l'armée libre. Et je vois pour la première fois des drapeaux de la Révolution. Et à Alep, je n'en avais jamais vu. Donc on parlait de la Révolution tout le temps. On parlait de l'ASL. On parlait de tout simplement ces drapeaux verts et noirs. Je n'en avais jamais vu en vrai. Donc en fait, je voyais ce que vous voyiez, vous, d'ici, de France, même si je vivais à Alep et que j'avais des récits, parfois directs, des témoignages parfois directs, parfois des informations qui avaient pris des chemins un peu moins directs. Mais en fait, on ne savait rien. Enfin, moi, je crois que je savais pas ce qui se passait. Et ça m'a effectivement frappé de voir pour la première fois un drapeau de la Syrie libre.
parce qu'à Alep, je n'en avais jamais vu. Oui, le héros de Stendhal, vous savez, qui est pendant la bataille de Waterloo, qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe et qui ne sait absolument rien. J'ai l'impression que c'est un peu vous à Alep. C'est-à-dire qu'en fait, parce que l'analyse des forces politiques, d'ailleurs, moi, je pense qu'on ne vous la demande pas, mais il y a quand même des moments absolument extraordinaires. Il y a ce pâtissier qui a donc empoisonné des gâteaux qui vont être servis à des fonctionnaires de Assad. À des shabiha. À des shabiha, c'est ça. Donc des flics de la police d'Assad. Et alors, évidemment, ça vous scandalise. Comment il a fait un gâteau, il l'a empoisonné, il y a 10 personnes qui sont mortes en mangeant ce gâteau. Et en même temps, je trouve que le fait que vous n'entriez pas dans le conflit politique, sauf en nous disant à la fin que vous découvrez ce qu'est l'armée syrienne libre, dont vous avez eu beaucoup d'écho à Alep. Bien sûr, tout le temps. On ne parlait que de ça, en fait. Voilà. On ne parlait que de ça. Ça nous donne l'impression, si vous voulez, que vous ne savez pas très bien quelles sont les forces en présence. Et je trouve que ce qui est très réussi dans le livre, moi, ce qui me touche beaucoup, et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre, c'est comment vous avez fait pour, au fond, nous permettre de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire ce que peut vivre un citoyen ordinaire dans une ville en guerre, sans savoir exactement où en sont les forces qui sont là. C'est-à-dire que vous nous transportez dans la tête de quelqu'un qui se demande quelle est la nature du rapport des forces, qu'est-ce qu'il en est, sans bien savoir quelles sont les forces politiques en jeu. Et l'absence de réflexion de votre part, c'est pas une critique, au contraire, sur les forces politiques et ce qui les anime, nous amène à nous dire, tiens, c'est curieux, voilà, mais qu'est-ce qui se passe, combien sont-ils? Moi, après avoir lu votre livre, au moment où vous racontez les choses, c'est-à-dire en 2012, je pose la question de savoir combien ils étaient les forces de l'armée syrienne libre à Alep. On n'en a aucune idée. Vous-même, vous dites, ah oui, celui-là, il est peut-être, celui-là ne l'est pas. Vous vous interrogez sur des gens, mais vous ne savez pas très bien qui et pourquoi et dans quelles circonstances. C'est-à-dire que c'est vaste, mais comme j'étais en présence de gens qui ont tous, et c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout un reproche, bien au contraire, mais ont tous très vite pris parti dans un sens ou dans un autre, et à partir du moment où on prend parti, c'est très difficile de prendre le point de vue de l'autre. J'ai essayé moi-même, je suis sans doute pas arrivée, et puis sans doute que c'est tant mieux, mais j'ai vraiment tenté de simplement regarder et sans porter de jugement. Évidemment qu'on emporte toujours des jugements, mais mon projet, je ne sais pas si on peut dire projet, mais de femme en tant que vivant à Alep, et du coup dans mon écriture, c'est de dire voilà ce que je vois et voilà ce que j'observe. C'est simplement le fruit de mon observation. En essayant, je sais que je n'ai pas toujours réussi, de ne pas porter de jugement dessus et de ne pas apporter moi-même ma voix dans le concert, dans le vacarme. Et puis, je ne suis pas syrienne, je veux dire, même si ça me touche profondément, je pense que vous savez, mais c'est terrible à dire, mais c'était pas mon combat. Vous voyez, j'aurais aimé peut-être que ça le soit. J'aurais peut-être aimé être syrienne et me jeter dans la bataille, mais c'était pas ma place, c'était pas mon rôle. Donc voilà, c'est peut-être ce regard candide. Alors, un peu dans le prolongement de la réflexion d'Antoine Spire, vous dites tout de même que tout au début, Alep, les gens, sans définir qui, mais on voit que c'est un peu tout le monde, et puis il y a des scènes où les gens sont dans les jardins, où la vie se développe de façon tout à fait normale. Vous dites que les gens sont avec le régime, hein, au début. Que grosso modo, c'est après. En tout cas, j'entendais pas de voix contre le régime. Voilà. Je ne sais pas si. Alors, je sais pas dans ma question, c'est à quel moment, alors, les 6 derniers mois que vous passez à Alep, l'atmosphère s'alourdit. Est-ce que l'événement, ce qui se passe à l'université, a été un tournant? Est-ce que ça se durcit de façon visible à partir d'un moment? À Alep, c'est encore une fois, c'est ma vision, c'est ce que j'ai vécu.
j'ai l'impression que ça s'est passé très 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 progressivement. Ouais. Et que ça a commencé bien plus tôt, au moment où Bachar el-Assad a prononcé son premier discours. Donc les soulèvements ont commencé en mars, et il a pris la parole seulement au mois d'avril. Et tout le monde attendait ça. Bon, je le raconte, je crois, brièvement dans le livre. En tout cas, beaucoup de gens attendaient qu'il parle et qui disent bon, on va faire des réformes, ça va être super, vous allez voir, on va s'en sortir. Et bien au contraire, il a dit il y a des terroristes, on va les écrabouiller. Sans parler de réforme, sans parler de quoi que ce soit. Et je crois que ça a été un tournant très important, un premier tournant très important. Mais c'était en avril 2011 et la ville d'Alep a commencé à se soulever plus tard. Ou en tout cas, à l'université peut-être dès le mois d'avril, mais comme c'est la clé économique... d'avril 2012, l'université, non? Avril 2012, c'est le sac de l'université. C'est oui. ça. C'était un an après, vous voyez. Donc à Alep, j'ai l'impression que ça s'est passé très progressivement. Est-ce que c'est dans les mentalités? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'Alep est la clé économique du pays et que donc était extrêmement surveillé par l'armée, par les mukhabarat? J'en sais rien. Est-ce qu'il ne se sentait pas hors coup ou bien loin de ce qui se passait à Hama ou à Homs? Ce que disent les gens dont je parle aussi dans le livre Karim, qui ont participé à toutes les manifestations, c'est qu'ils ne pouvaient pas se regrouper pour manifester. Ils pouvaient pas, ils étaient encerclés de mukhabarat. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'Alep a mis très longtemps à se soulever. Peut-être que c'est pour d'autres raisons. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, c'était vraiment un enjeu et pour le régime et pour l'opposition et pour tout le monde tellement important que la ville d'Alep était complètement verrouillée, quoi. Mais il y avait les nouvelles de Homs quand même. Qui ont joué un rôle très important parce que Homs a été quand même. Il y a eu énormément de morts à Homs. Et au fait, la nouvelle, alors là, c'était pas une rumeur, là, c'était vraiment une information réelle, a commencé à circuler. Non, moi, on m'a dit, mais tu sais, les Américains, ils font voler Superman dans les films, donc Holmes. Alors, j'ai écouté, j'ai consigné ça dans mon cahier, j'ai rien répondu. Donc, les nouvelles, encore une fois, c'est très subjectif de savoir qu'est-ce qui est une nouvelle et qu'est-ce qui n'en est pas, vous voyez? Non, mais vous aviez quand même les journaux grâce à Internet. Oui, mais encore une fois, avec la même image qu'on peut trafiquer ou pas trafiquer, ou croire que l'image a été trafiquée, finalement, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu après toute cette période en Syrie. Vous voyez, donc vous me posiez cette question sur les nouvelles, les informations, vous dites, mais on avait des informations. Qu'est-ce qui est une information et qu'est-ce qui n'en est pas? Et cette question-là, c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Hier j'écoutais un peu, soit à la radio et à la télé, on parlait du 11 novembre, et on évoquait des historiens évoquaient des témoignages de gens qui parlaient de leur grand-père, qui disaient, certaines, alors ça paraît très choquant, disaient que ça a été tout de même un moment formidable. Et l'historien était en train d'expliquer qu'il y a la solidarité. C'était épouvantable, la guerre de 14-18, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais plus connu après, qui était cette solidarité. Alors dans votre livre, très souvent on se dit, mais on est dans une situation, vous êtes quelquefois dans une situation à la fois une alternance de solitude, et vous avez des problèmes de mazout et d'eau chaude, etc., et de vous chauffer, d'ailleurs. Alep est une ville où l'hiver est très froid. Et puis, à côté de ça, une sorte de vie en groupe qui vous manque dès qu'on ne vous appelle plus, vous ratez des soirées, etc. Ça a été un moment énorme pour vous, non? Tous ces mois... comment vous pensez que c'est quelque chose qui vient de l'angoisse, du repliement sur de vivre des choses en groupe, des choses exceptionnelles? Je ne sais pas. Mais... Excusez-moi de vous poser Non, mais c'est une question vraiment très intéressante que je me pose aussi, que je me suis beaucoup posée. Vous savez, au moment où Beyrouth était encerclée par l'armée israélienne, des amis étaient dans cette zone de Beyrouth-Ouest, mais tous les soirs, ils s'éclataient
buvez, fumez, etc., etc., et tout en criant à la résistance, etc. C'est ubuesque, c'est buesque. Il y a des moments très grisants là-dedans. Ça paraît étrange, et c'est des choses qu'on ne note pas, dont personne ne parle. Mais vous racontez vos soirées, C'est vrai qu'après l'épisode que vous évoquiez de la voiture qui s'est fait tirer dessus, où on a vraiment eu affreusement peur, on avait un de nos amis donc à l'hôpital qui était blessé. On a fait une fête comme jamais après cette soirée-là. Et on était tellement heureux d'être ensemble et de se retrouver et de danser, de boire ou je ne sais quoi. Donc oui, ça resserre les liens. Et parfois, on entend une bombe qui explose le soir, donc le téléphone sonne. Et puis on se dit, bon allez, viens, on va boire on va pas rester tout seul, quoi. On peut pas rester tout seul dans ces cas-là. Et on est tellement heureux de se retrouver que ça fait des... Oui, c'est très schizophrénique, ça fait des moments finalement extrêmement chaleureux. Et quand ils n'arrivent pas, c'est des grands moments de solitude aussi. Alors vous avez une page assez étonnante sur Asma al-Assad. C'est-à-dire que là, c'est peut-être la seule page politique du livre, enfin directement politique. Là, vous portez un jugement sur la femme d'Assad et sur la manière dont elle se comporte dans ces événements. Je suggère qu'elle nous la lise. Oui. Comme ça sera la fin de notre... Un jugement sur Asma, je ne sais pas, vous allez juger sur pièce, mais plus sur les sentiments qu'on a à l'égard de cette femme. Donc c'est jeudi 19 avril 2012, le mystère Asma. Asma al-Assad est la femme d'un président qui assassine son peuple. Bon, tous les dictateurs ont une femme, mais ce cas semble sans précédent dans l'histoire. Asma a grandi en Angleterre, elle est très belle, éduquée, moderne. Elle a toujours joui auprès des Syriens et de la presse people internationale d'une réputation admirable. Les soulèvements ont commencé, la répression. Asma brille par son silence. Et les Syriens ont assez vite compris qu'ils ne pourraient rien attendre d'elle. L'Occident, lui, s'entête à se poser des questions, à tenter de lui trouver des excuses. Elle serait soi-disant prise en otage par le clan Assad. Ce refus de voir la réalité me fascine. Sa beauté, son élégance, sa modernité, au sens occidental bien entendu, seraient les garants de sa bonne moralité. C'est fascinant. Son soutien indéfectible à son mari est incompréhensible. Vous vous rendez compte, une femme moderne, issue d'une famille riche, éduquée, qui a fait ses études en Angleterre, s'étonnent les journalistes européens. Donc, avoir grandi et étudié en Europe, s'habiller avec goût, européen naturellement, ne pas être voilée bien que musulmane, rajoutons à cela avoir le teint pâle, tout ça est à nos yeux être moderne. C'est stupide. Mais associer dans la foulée la modernité aux valeurs morales dont nous parons volontiers, alors là on nage carrément en plein délire. Je le dis plus simplement. Asma s'habille en Prada et en Louboutin. Alors pourquoi ne soutient-elle pas son peuple dans son combat pour la démocratie ? Il n'y a aucun jugement sur Asma là-dedans. Antoine, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Parce que nous allons passer la parole au public. Moi, je souhaite vous conseiller de lire ce livre. C'est un grand plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils ont ce plaisir devant eux. Et je vous assure qu'il y a des moments où, même quand on est tout seul, on rigole en lisant ce livre. Et on se dit vraiment, on sourit, et c'est agréable. Donc, vous avez de la chance, ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le. Alors, si vous souhaitez intervenir ou avoir un échange avec l'auteur, faites-nous signe pour le micro. Je crois qu'il y a un micro-baladeur. Nous en avons besoin pour vous entendre. Un instant, madame, que le micro arrive. Voilà. Alors, je suis comme vous, Mathieu. J'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai dévoré en une journée, une nuit. D'autant que je connais bien l'auteur, enfin bien et pas bien. J'ai tremblé avec elle. J'ai tremblé avec ses parents. J'ai beaucoup ri. Et j'ai eu aussi énormément d'émotions. Parce qu'on a envie de voir la suite et on se dit, Seigneur Jésus, si c'était ma fille qui était dans ce pays, comment est-ce que je pourrais vivre ? Oh, Seigneur, faites qu'elle rentre. Mais c'est merveilleux. Il est remarquablement bien écrit, ma chérie.
Est-ce que les parents se portent bien après toutes ces émotions? Je crois que oui. Mieux en tout cas. Mieux après le retour, oui. Très bien. Elle a vécu la passion de Camille avec une grande confiance. Elle n'en est pas à son premier voyage, mais vous avez déjà fait bien trembler avant. Ce sera peut-être notre livre. Bravo Camille. Merci. Oui. Je voulais la féliciter aussi. Et puis, remarquez une chose que vous avez évoquée, c'est la première partie du livre qui parle de la Syrie heureuse. Et cette double partie du livre est vraiment marquante pour moi. Et, parce que nous, on a connu un peu la Syrie, comme vous l'avez décrivé, Alep avec le souk et tout. Et cette coupure, c'est l'étonnement du livre. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez bien nous passer le micro. Merci de vous déplacer, merci. On vous écoute. Je voulais vous remercier pour le livre qui est très intéressant. Je voulais juste peut-être vous donner une idée au public. Quand vous arrivez, vous dites, à un moment, il y a une phrase, vous dites je découvre ce qu'est un pays, une dictature, la réalité d'une dictature. Je voudrais que vous parliez peut-être de cette découverte, parce que pour beaucoup de personnes ici, c'est assez abstrait. On voit ça à la télé, on voit même au jour le jour, notamment dans vos échanges avec vos étudiants. Donc encore une fois, de mon point de vue, je ne suis pas syrienne, donc pour moi la dictature c'était par rapport à la France que je connaissais avant, le fait que la parole n'est pas libre, qu'on doit surveiller ses propos, savoir à qui on parle, se méfier de tout le monde. On sait que nos téléphones sont sur écoute. Moi, on me l'a dit tout de suite, ton téléphone est sur écoute. Ah bon? Ben oui, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, tu es étrangère, donc fais attention à ce que tu dis. Tes mails sont surveillés également, et sois bien consciente que les mukhabarat, donc c'est la police politique, c'est exactement qui tu es, où tu habites, qui tu fréquentes et pourquoi. Et attention dans tes propos, parce que moi, le pire que je risquais, c'était éventuellement d'être envoyée de Syrie, mais c'était dangereux pour les gens que je fréquentais, éventuellement. Et tout ça, je parle bien sûr avant la Révolution. Après, ça a été bien pire, mais ne pas parler de l'État d'Israël, ne pas parler de Bachar, bien sûr, du président, de l'Amérique, enfin, pas de propos politiques de manière générale. Et les propos politiques, en fait, ils s'insinuent très très vite dans la vie quotidienne et beaucoup dans l'enseignement, justement. Attention au support, aux textes qu'on utilise pour travailler, pour enseigner. Je travaille beaucoup sur des chansons en classe. Attention à ce que tu leur fais écouter. Donc, et ce qui est assez fou, c'est de jusqu'à quel point on accepte de s'adapter. Si on ne s'adapte pas, il faut partir, tout simplement. Mais s'adapter, c'est aussi accepter le régime et le système dans lequel on vit. Donc jusqu'à quel point on peut accepter tout en continuant à se trouver sympathique, normal, ne pas se trahir en fait. Et cette frontière-là, elle est très difficile, cet équilibre-là, il est très difficile à trouver. On se pose beaucoup de questions. Voilà, sur pas la lâcheté, c'est un bien grand mot, alors on peut se dire, oui, alors moi je vais quand même parler un peu de politique, je vais montrer que je suis courageuse. Bon, c'était pas mon cas, mais est-ce que c'est du courage d'aller mais il y a quand même cette scène, Camille, il y a quand même cette scène dans la première partie du livre. J'ai perdu mes nerfs là. Oui, ouais. Vous avez perdu vos nerfs et vous parlez de Hama. Et à ce moment-là, si c'était aussi écouté, on se dit, elle va avoir des ennuis. Et d'ailleurs, tout le monde s'étonne que vous en ayez parlé. Oui, c'est-à-dire que c'est une scène où on était en classe, donc j'étais avec des étudiants, quand je vous ai dit entre 20 et 30 ans. C'était
avril ou mai, je pense le mois de mai 2011. Donc les soulèvements ont commencé. Alep est encore très calme, mais tout le monde ne parle que de ça. Et justement, c'est un moment où la parole commence à se libérer. On ne sait pas trop. Vous voyez, quand il y a eu le renversement de Ben Ali, puis en Égypte, les révolutions commencent. Et les gens ne savent pas trop s'ils ont le droit d'écouter, d'en parler. Alors dans le souk, les télévisions étaient quand même beaucoup branchées sur Al Jazeera et regardaient la révolution en Égypte en se grisant de se donner ce pouvoir-là, de regarder ces informations, je veux dire, et en même temps en se disant est-ce que j'ai le droit, est-ce que je ne vais pas trop loin. Donc en fait, à ce moment-là, la frontière, elle est très 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 poreuse. Et justement, j'ai un de mes étudiants, on est en classe, on fait du français. Et lui voulait parler absolument de ce qui se passait en Syrie, de Dera, des chars, tout ça. Et c'était insupportable. Je n'arrivais pas à le ramener dans l'objet de notre cours, qui était de faire du français, quoi. Et puis à un moment, effectivement, j'ai lâché. Il m'a dit, on faisait un cours de français sur si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Vous voyez, le conditionnel et tout ça. Et il me dit, bah si. Alors je leur dis, bon, faites-moi des phrases. Et il me dit, si l'armée n'aidait pas les habitants de Dera, les terroristes tueraient tout le monde. Alors je dis, oui, mais écoute Marwan, on fait du français, là, tu me fatigues. Et je lui dis, bon, écoute, moi aussi j'en ai une phrase, si les journalistes étaient libres de faire leur travail, on saurait ce qui se passe en Syrie. Et là je me suis dit, zut, il m'a ferré. Et donc, voilà. Et puis il me dit, oui, mais on peut bien parler, vous voyez bien, la parole est libre, on a le droit de parler. Je dis, non, on n'a pas le droit de parler. Écoute, tu sais bien ce qui se passe dans ton pays, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de rien faire. Hama, personne n'en parle, il y a eu peut-être 20 000 morts, peut-être 30 000 morts, personne n'en parle il y a 30 ans. Et là, je suis partie, je ne pouvais plus m'arrêter. Voilà, après... Et bon, finalement, ça n'a pas eu de conséquences, étonnamment. Je pensais qu'on me mettrait dans un avion quelques jours après, ça n'a pas eu de conséquences. Oui. Est-ce que vous pouvez venir prendre le micro, s'il vous plaît? تحكي بالإنجليزي. Qu'est-ce qu'elle a dit? En anglais, أنا ما بفهم إذا بتحكي بالعربي، بتحكي إنجليزي. صوتك وانت عم تقري الرواية مرق شريط من الذكريات أمامنا. Quand on a entendu ta voix pendant que tu as lu des passages de ton livre, il y avait comme un film de souvenirs qui passait devant nos yeux. أنت في بيتك في باب النسرين عم تعملي عزيمة للأصدقاء بحلب. Toi, dans ta maison à Bab el-Nesrin, donc tu te préparais pour la fête pour tes copains à l'Est. وأنت عم تحضري المربى المشهور بحلب، مربى الورد عنا في البيت. وآخر مشهد وأنت حاملة العود ونحن عم نودع المدينة، وكنت هربانة ومديتي راسك من شباك التاكسي وكنا عم نودع بعض بالدموع في الأيام الأخيرة. تذكرت. Toi, dans notre cuisine à Alep, donc on préparait la confiture à la rose. Et toi, pendant qu'on préparait à fuir la ville, et t'es entré dans le taxi avec moi, avec ton route, et on a dit toutes les deux au revoir à la ville et au revoir à nous, l'une à l'autre. كمي وآخر مشهد هو اليوم أنا كتير فخورة وممنونة من اللي كتبتيه، وفخورة فيكي كصديقة وكابنة إلي وأنتي عم تكتبي عن حلب وأيام حلب. Et la dernière scène sera aujourd'hui, quand on regarde maintenant, comment on est fier de toi et comment on est fier de ce que tu as lu et comment on est fier de toi tant qu'ami à nous et tant qu'ami à Alep. Merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait... Une personne là, on va vous passer le micro, voilà. Allez-y, on vous écoute. Beaucoup. Juste pour dire que moi je ne connais pas du tout la Syrie, mais j'ai vécu il y a 25 ans une expérience tout à fait similaire et j'étais vraiment bouleversé par ce livre
par des réflexions qui m'ont beaucoup touché. La comparaison avec le tsunami et la comparaison, l'image du tsunami qui nous isole dans des lieux un petit peu épargnés par le tsunami, mais qui sont de fait des îles dont on ne peut pas sortir, et justement les rumeurs, l'absence d'information, c'est vraiment le reflet de cette image, le tsunami qui isole dans une île. Je trouve que c'était vraiment très bien vu. Moi, ce que j'aimerais, c'est un souhait que je voudrais faire, c'est que maintenant vous nous écriviez « J'ai retrouvé Paris en paix », parce que ça, c'est un vrai problème. A posteriori, c'est un vrai problème. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu le mot de la fin. Donc nous arrivons un peu à la fin de notre soirée. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je remercie Camille merci à vous, merci à tout le monde. Et Antoine Spire de nous avoir accompagnés pendant cette soirée. Et, le livre est à l'entrée, en vente à l'entrée. Mais j'ai l'impression que vous avez tous acheté le livre avant de venir. Ma collègue va être très fâchée si... Et Camille se fera un plaisir de vous faire un autographe. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup.